La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie sur son site internet les déclarations d'intérêt des 925 parlementaires français. Objectif, rendre publics les liens d'intérêt de nos députés et sénateurs qui pourraient potentiellement entraîner des conflits d'intérêts. Exemple, la participation à une direction d'un organisme public ou privé ou la participation financière à telle ou telle société. En la matière, Philippe Briand, dans l'immobilier, fait office de cumulard avec une participation dans une trentaine de SCI. Ses revenus fonciers sont variables d'une année sur l'autre, pouvant aller du négatif au positif à plusieurs chiffres, auxquels il faut ajouter son salaire de patron de Citia, 100 000 € par an. Le député du Loir-et-Cher et avocat Denis Robiliard détient également des parts dans une SCI. La sénatrice Jacqueline Gouraud estime sa participation financière dans un élevage de chevaux à 71 000 €. Dans la catégorie des députés qui n'exercent nulle autre activité que leur mandat, on retrouve Jean-Patrick Gilles, Maurice Leroy, Jean-Marie Beffara et Claude Greff, la députée UMP qui a vu là l'opportunité d'une nouvelle tribune politique en indiquant qu'elle est favorable au mandat unique et qu'elle se l'est imposée. Le député Laurent Baumel, lui, a déclaré en 2012 61 000 € de revenus annuels liés à son activité de chargé de mission à la Banque de France. Le sénateur Jean-Jacques Filleul indique lui être retraité sans donner un montant de retraite. Retraité, Jean Germain l'est également, 41 000 € par an. L'ancien maire de Tours qui indique également détenir une action dans une société de vente de matériel électrique, une action à 1 000 francs. Les parlementaires sont également dans l'obligation de recenser les professions de leurs conjoints. Et dans ce domaine, c'est Patrice Martin-Lalande qui s'illustre. Le député du Loir-et-Cher ne s'en est jamais caché. Il a embauché sa femme et son fils en tant qu'assistant parlementaire. L'Assemblée, pour lui, c'est quasiment une affaire de famille. Enfin, toute fausse déclaration ou oubli est passible d'une amende de 45 000 €. Maurice Leroy n'abandonnera pas le combat si près du but. Une grande région Val-de-Loire, voilà ce que le président du Conseil général du Loir-et-Cher souhaite voir s'édifier sous ses yeux. Et si le député centriste s'est abstenu sur le vote de la réforme territoriale, il regrette que François Bonneau n'ait pas su persuader les Pays de la Loire de s'unir à la région centre. Je déplore les hésitations du président actuel de la région centre, François Bonneau. Combien de temps a-t-il mis pour faire un vœu en commission permanente de surcroît quand nous faisions adopter un vœu, le Conseil général du Loiret, le Conseil général de l'Eure-et-Loir et le Conseil général du Loir-et-Cher, tous ensemble réunis en Loir-et-Cher à Beauval, nos 3 conseils généraux, Loiret, Loir-et-Cher, Eure-et-Loir, adoptent à l'unanimité, c'est important. Une réforme qui va dans le sens de l'histoire. Maurice Leroy et François Bonneau tombent d'accord sur ce point. Le président de la région centre souhaite aujourd'hui mobiliser suffisamment de volonté pour convaincre les Pays de la Loire qu'un rapprochement avec la Bretagne ne se fera pas. Il faut être clair. Aujourd'hui, on sait que ça n'est pas possible avec la Bretagne. Et cette réalité conduit à avoir la Bretagne, statu quo Pays de la Loire, statu quo région centre, statu quo. Ça n'est pas quelque chose de normal quand on regarde la carte générale qui est une carte de fusion. Donc, puisque la Bretagne ne veut pas bouger, eh bien, je dis à nos amis de Pays de la Loire, Pays de la Loire veut bien rentrer dans une logique d'union, Région Centre veut bien rentrer dans une logique d'union. Nous sommes 2 régions de la Loire, faisons en sorte que l'union entre nos 2 régions vienne véritablement parfaire la carte nationale des grandes régions. À l'automne, le texte sur la réforme territoriale passera entre les mains des sénateurs. Un Sénat en partie renouvelé, qui laissera probablement le champ libre à la droite. Mais les socialistes le disent dès aujourd'hui, il faudra savoir se délaisser des postures purement politiciennes pour faire avancer le débat. Chenonceau, joyau de la Renaissance, a été pendant la Première Guerre mondiale un hôpital militaire, une facette de l'histoire du château très peu connue.
Cette histoire contemporaine est en effet directement liée à une volonté familiale, puisque ce château appartient à une famille depuis 1913, qui se trouve être la famille Meynier, industrielle donc très connue pour le chocolat Meynier. Et il se trouve que le chocolat à l'époque de cette guerre de 14-18 était un médicament, c'était un remède énergisant. Dès le premier jour du conflit, Gaston Meynier se porte volontaire pour participer à l'effort de guerre. Il offre gracieusement son chocolat aux soldats et propose de recueillir les blessés dans son château. La célèbre galerie de damier, créée par Catherine de Médicis, se transforme alors pendant 4 ans en un immense couloir d'hôpital jonché de lits, où près de 2250 militaires viendront y être soignés et pour certains y mourir. Cette image grand format est directement extraite des archives du château de Chenonceau, des archives de l'hôpital militaire. Donc il y a plus de 150 lits en fait qui ont existé dans cet hôpital, dans la galerie du rez-de-chaussée et celle du premier. Les blessés qui arrivaient à Chenonceau étaient des très grands blessés. Des blessés qui, pour passer le temps, devaient se trouver quelques distractions. Il se trouve qu'à Chenonceau, seul château qui se trouve traversant une rivière, écoutez, les blessés ont pêché. Donc ces cannes à pêche sont des cannes à pêche qui ont servi aux blessés à pêcher directement de leur lit dans le Cher à travers les fenêtres. D'autres objets de l'époque sont encore à venir. Quant à l'exposition, elle restera en place symboliquement jusqu'en 2018 pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Du beau temps, de la chaleur, l'occasion est idéale pour apprendre à nager en plein air, comme ici au camping de Bourgueil. C'est ce que propose la Fédération française de natation avec l'opération Nager grandeur nature. Ni une ni deux, du haut de ses 7 ans, Colline se jette à l'eau avec Yannick, le maître nageur. D'abord on se mouille, puis on s'habitue à l'eau, mais surtout on s'amuse. Et c'est parti pour quelques longueurs. 20 minutes plus tard, elle reçoit son tout premier diplôme. Qu'est-ce que tu as appris là, aujourd'hui? À nager. Tu savais pas du tout nager avant? Non. Et t'avais peur de l'eau un petit peu ou pas? Oui. Et pourquoi t'avais peur de l'eau? Parce que j'avais peur de me noyer. Pour la période de juin à septembre, en moyenne 1300 noyades sont recensées. 500 d'entre elles se terminent par des décès. Conscient de ce risque très présent, l'été, le père de Colline accueille ce cours gratuit avec enthousiasme. Savoir nager, oui, c'est très important. Quand tu veux que vous tournez la tête un peu, à moins saura se débrouiller. Je veux dire, ça va au loin ou pas. Il n'y aura pas de problème. Même s'il y a un peu de vague, quand on va dans la mer, truc comme ça, c'est bon. C'est de savoir nager. Rassurer les enfants et les parents, c'est une chose. L'autre objectif de cette initiative est d'amener les cours de piscine à la campagne. Tous nos enfants citadins vont à la piscine avec l'école. En milieu rural, c'est beaucoup plus compliqué, il faut affréter un car, c'est onéreux et certaines communes n'ont pas les moyens de se le permettre. Donc les enfants n'ont que l'été et peut-être NGN justement pour leur permettre de se débrouiller à l'eau et peut-être ensuite accéder à un club de natation. Pour combler leur manque de piscine, 2 autres communes se sont jointes à l'aventure, Chemillé sur Indrois et Aume, jusqu'au 31 août. L'été, pour certains, c'est piscine, pour d'autres, c'est footing. Tous les mardis et jeudis, ce groupe de joggeurs se retrouve pour courir ensemble. Ils sont banquiers, agents immobiliers, artisans, mais chaque semaine, pendant 2 heures, ils enfilent tous la même tenue de sport. En vue du marathon de Tours, ils ont créé leur propre association, les Copains Coureurs 37, dans un but bien précis, préparer ce challenge à plusieurs. Ah, c'est un défi personnel, un défi personnel. Après, il y en a qui l'ont déjà fait, qui vont le refaire. Après, pour eux, c'est une routine. Pour nous qui débutons, pour certains qui ne l'ont jamais fait, c'est un début et c'est un défi. Ça permet de resserrer les liens entre nous et de créer un côté convivial à la course. Parce que c'est bien la course, mais il y a autre chose que la course. 12 semaines d'entraînement intensif attendent désormais les coureurs. Objectif, disposer d'une excellente condition physique le jour J. On espère que les organismes tiendront. On espère surtout qu'ils fassent pas ce temps-là. La préparation pour le marathon ne fait donc que commencer. Les programmes d'entraînement sont pour le moment encore assez légers, même si certains compétiteurs irréductibles ne sont pas contre quelques kilomètres en plus.